RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Il est midi, le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, sur fond d'une polémique liée à l'affectation du général Kandé comme attaché militaire en Inde, deux journalistes dans l'œil du cyclone, Pape Moussa Traoré et Mohamed Gueye, tous les deux directeurs de publication. Ils sont convoqués à la section de recherche de la gendarmerie ce matin. Nous irons sur place retrouver notre reporter. Reporter sans frontières qui déplore ces convocations de journalistes par la gendarmerie pour une affaire qui aurait dû être confiée au CORED. L'organisation non gouvernementale annonce dans la foulée la publication prochaine d'un rapport sur l'environnement des médias au Sénégal. Ces convocations de journalistes vues par les droits de l'homiste et les acteurs politiques, chacun y va avec sa position et ses arguments. Focus sur cette affaire dans ce midi. Stabilisation du calendrier académique dans les universités. Le ministre de l'Enseignement supérieur dessine la voie à suivre. Vous entendrez le docteur Abdourahmane Diouf, tout comme l'ancien secrétaire général du SAES, section UCAD, sur le même sujet. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, qui a signé plusieurs arrêtés liés aux actes administratifs des enseignants, entre autres, satisfaction du G7. Nos rendez-vous au quotidien, le journal international, le sport et la revue de la presse. Tabagisme au Sénégal, comment accentuer la lutte? Rendez-vous dans la rubrique Point de vue avec nos deux intervenants. Le prétexte, la journée mondiale sans tabac, célébrée ce 31 mai. Barthélémy Ngom. Bienvenue à tous à la technique de ce journal Aliouba. Direction la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Seydou Nourouba, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur place depuis tout à l'heure pour suivre donc la convocation de ces deux journalistes, une convocation dans le cadre de cette polémique liée à l'affectation du général Kandé comme attaché militaire en Inde. Oui, c'est bien cela Barthélémy, depuis 10 heures je suis là. Il faut quand même d'abord tout dire que Pape Moussa est déjà là depuis 8h45, donc à 9h. Pape Moussa du journal La Tribune, il attend son avocat. Et Maître El Hadj Diouf, qui est partie de ses conseils, j'ai tout à l'heure reçu au téléphone Simon Faye de la CNTV qui m'a confirmé cette information. Il est aussi avec son équipe qui est venue couvrir, mais une autre équipe de journalistes est retenue tout à fait devant la porte de la section de recherche de Colobane. On attend depuis quand même de voir comment les choses vont se passer. Mais vous l'avez dit, il s'agit de deux journalistes qui sont dans le train. Il s'agit de Pape Moussa du quotidien La Tribune et Mohamed Gueye de la publication du journal Le Quotidien. Tous deux convoqués pour les mêmes motifs d'information relative à la polémique née de l'affectation du chef d'état-major de l'armée de terre à New Delhi, en Inde. Il faut rappeler, Barthélémy, que Pape Moussa avait déjà été auditionné hier avant d'être libéré. Il est revenu ce matin avant 9h. Quant au directeur du journal Le Quotidien, nos informations nous font comprendre qu'il serait en route. Il devait être entendu à Diamniadio, mais c'est finalement ici qu'il devra passer, convoqué donc dans les locaux de la section de recherche de Colobane. Cette affaire, Barth, qui prend une tournure inattendue et qui a conduit la CAP à appeler à un changement systématique. D'autres organisations de presse ont également dénoncé hier ces convocations relatives à cette information qui a fait état de l'affectation du secrétaire-major général de l'armée de terre en Inde, Barthélémy. Un des responsables de la CAP, justement la coordination des associations de presse, Seydou Nourou, sur cette même antenne ce matin a appelé les confrères à la mobilisation pour soutenir les deux journalistes en question. Qu'en est-il sur le terrain? J'ai tenté de les appeler, leur téléphone sonne en vent. J'ai fait un petit quai. Depuis tout à l'heure, il n'y a personne parmi les associations. J'ai dit que Midi Marem a tenté de m'appeler tout à l'heure. J'ai également tenté d'appeler Mamadou Thior. Son téléphone sonne dans le vide. En tout cas, il est midi passé de 5 minutes. Je ne vois personne de ces associations ici au niveau de Colobane. Je me suis même posé la question, mais j'espère bien qu'ils seront là bientôt. Merci Seydou Nourouba. L'ONG Reporters sans frontières qui déplore justement la convocation de journalistes à la gendarmerie. Elle souligne que ces affaires auraient dû être confiées au CORED, qui est l'organe d'autorégulation. L'organisation non gouvernementale annonce dans la foulée la publication prochaine d'un rapport sur l'environnement des médias au Sénégal au cours des trois dernières années.
Sadibou Maron, le directeur exécutif Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières avec Eladji Ndiogou Diène. Il est important de se rappeler, surtout dans des cas pareils, que les journalistes doivent pouvoir assurer, disons, en quelque sorte ce qu'on appelle le rôle de tiers de confiance et en quelque sorte d'auxiliaire de la démocratie en ayant la possibilité de chercher, mais aussi de recevoir et de diffuser des informations et sur les sujets d'intérêt public. Il est clair également que ce travail doit pouvoir s'effectuer avec toute la responsabilité nécessaire, sans aucune ingérence ou sorte de censure ou même d'atteinte à l'intégrité publique de ces journalistes. D'ailleurs, nous publions la semaine prochaine un rapport sur l'écosystème médiatique de ces 3 dernières années au Sénégal et explorons en quelque sorte un peu ces questions-là, un peu auxquelles le journalisme sénégalais est en quelque sorte confronté. Il est aussi pour nous crucial, par exemple, dans un premier temps, d'explorer le travail que fait le CORED au Sénégal en tant que tribunal des pairs pour parvenir davantage à responsabiliser les journalistes et les mettre en quelque sorte leur responsabilité et faire le plaidoyer nécessaire pour que le professionnalisme. Le CORED peut être saisi par des personnes morales. Donc, il pourrait être intéressant dans un premier temps, d'autant plus que ce pays est quand même un peu en phase dans une situation où il y a des opportunités qui peuvent être saisies pour consolider et revitaliser sa réputation en termes de passion de la liberté de la presse. Sadibou Maron, directeur exécutif Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Les droits de l'homiste qui dénoncent justement ces convocations de journalistes suite à cette affaire du commandant Kandé, affecté donc comme attaché militaire en Inde. Amnesty Sénégal et la RADDHO qui demandent aux nouvelles autorités de se ressaisir. Oumou Kalsoumli. Alassane Seck de la Ligue sénégalaise des droits humains va droit au but. Il invite le nouveau régime à être plus tolérant envers les journalistes et faire de la sécurité des professionnels des médias une priorité. Nous souhaitons que, de part et d'autre, que le nouveau régime soit beaucoup moins impulsif, beaucoup moins nerveux et que cette partie, les journalistes d'abord, soient plus responsables dans leur déclaration, dans leur confirmation. C'est en attendant de voir. Pour l'instant, c'est la transition. Il n'y a pas encore de période à la demande. Ils sont convoqués. On attend de voir. Je pense qu'ils ont déjà leur avocat. Nous sommes dans l'observation et nous attendons de voir ce qui va se passer par la suite. Nous souhaitons que la liberté d'expression soit maintenue comme ça a été toujours réclamé par tous les journalistes, par tous les opposants qui étaient là, qui sont eux qui sont devenus le nouveau pouvoir. On souhaite que les gens soient moins nerveux, moins réactifs. Des journalistes qui sont parfois arrêtés ou convoqués dans l'exercice de leurs fonctions est devenu chose courante. Sidi Gassama d'Amnesty International condamne ce phénomène et invite le nouveau régime à renforcer la protection de la liberté d'expression. Aucun régime ne peut tirer profit aujourd'hui dans le monde en emprisonnant les journalistes. Un régime qui le fait devient très vite impopulaire et devient très vite, n'est-ce pas, mis au banc de la communauté internationale. Donc nous exhortons le nouveau régime non seulement à abandonner les poursuites contre ces journalistes, mais à faire le pas que beaucoup de pays ont fait dans le monde, à savoir renforcer la protection de la liberté d'expression qui est essentielle en démocratie en dépénalisant tous ces livres de presse. Donc encore une fois, nous réitérons un appel aux nouvelles autorités du pays pour leur demander vraiment de laisser rentrer tous ces journalistes à la maison et de confier à un organe comme le CORED, de renforcer le CORED et de permettre au CORED de s'occuper, n'est-ce pas, des cas de manquement à l'éthique, à la déontologie des journalistes. Ces droits de l'hommiste appellent le pouvoir à ouvrir une nouvelle ère pour les médias. Oumou Kalsoum l'honorable député Adjimbergane Kanouté, elle demande au nouveau régime d'être plus souple, comme il souhaite donc. C'est-à-dire Top, lui aussi acteur politique, insiste sur l'éthique et la déontologie, surtout avec des sujets jugés sensibles. Nafissa Toussila. C'est regrettable les mots de l'honorable député aujourd'hui de l'opposition Adjimbergane Kanouté. Elle se dit intriguée au moment où l'actuel régime criait à l'acharnement contre les journalistes du temps de son opposition. C'est contraire alors à leur position d'hier. C'est assez intriguant. Les nouvelles autorités doivent rester compétentes et cohérentes avec elles-mêmes dans la mesure où elles ont toujours dénoncé véritablement la convocation et l'arrestation des journalistes du temps du président Sall. On se rappelle très bien la convocation et l'arrestation de Pape Alé Niang, l'actuel DG de la RTS, et d'autres journalistes avec l'ancien régime. Mais attention, Adjimbergane Kanouté convoque la responsabilité du journaliste et en même temps demande au régime d'être souple et de relativiser.
Absolument. Je pense que c'est eux-mêmes qui ont agité, les nouvelles autorités de ce pays-là, ont agité le concept de lanceur d'alerte. Je pense que là, on avait pensé que c'était une liberté qui avait été, plus de liberté donnée à certains. Je pense que, d'autant plus que eux, ils ont toujours combattu ce qui s'est passé sous le président Macky Sall en parlant d'acharnement. Je pense qu'elles doivent rester conséquentes et cohérentes avec leur position d'hier. Mais cela n'exclut pas aussi, de mon point de vue, que nous puissions convoquer la responsabilité du journaliste, le rôle du journaliste qui doit aussi avoir des preuves irréfutables, convaincantes avant d'avancer certains propos. Sadir Top, membre de PASTEF, convoque pour sa part l'éthique et la déontologie qui engagent la responsabilité du journaliste et pour lui, les durs pubs du quotidien et du journal La Tribune devaient se référer à la DIRPA avant de publier quoi que ce soit. Quand un journaliste devrait informer sur des sujets aussi sensibles que la sécurité, que l'armée, et qui peuvent concerner la stabilité du pays, il faudrait toujours se référer à l'autorité. Il faut toujours se référer à la voie officielle. Aujourd'hui, la voie officielle, en ce qui concerne l'armée, en ce qui concerne la sécurité, c'est la DIRPA, la direction de l'information de l'armée. Donc, ce n'est pas à moi, Sadir Top, de réformer. Ce n'est pas à n'importe quelle personne d'en parler. C'est une question sérieuse, c'est une question de sécurité, c'est une question aussi sensible que la sécurité qui concerne l'armée. C'est à la sensibilité dans laquelle aujourd'hui se trouve le Sénégal, surtout en Afrique de l'Est, mais aussi n'ont pas pensé à la sécurité du pays. Pour l'heure, Pape Moussa Traoré et Mohamed Gueye sont en train d'être entendus à la section de recherche de la gendarmerie. Nafissatou Sila, passé présent Ousmane Sonko sur la convocation de journalistes. À l'époque, on s'en souvient, il avait critiqué vertement le régime de Macky Sall. Ousmane Sonko avait apporté son soutien à Pape Alé Niang, l'actuel directeur général de la RTS. Passé présent Mohamed Ali Mouba. Novembre 2022, Ousmane Sonko doit répondre à la justice. Son soutien, Pape Alé Niang, monte au créneau. Sur son site web Dakar Matin, le journaliste diffuse le document sonore relatif au dispositif sécuritaire prévu pour la comparution du leader de PASTEF. Les autorités l'arrêtent pour diffusion d'informations à caractère militaire sans l'autorisation de la hiérarchie. Pour Ousmane Sonko, Macky Sall est devenu un dictateur. C'est la démocratie qui est aujourd'hui. C'est les acquis démocratiques, les libertés élémentaires, les droits et libertés élémentaires. C'est cela qui est en jeu aujourd'hui. Ce n'est pas la personne de X ou Y qui est en jeu. Il faut faire face en mobilisant tous les Sénégalais pour dire non. Très remonté, le leader de PASTEF invite les populations à ne pas céder à, je cite, l'intimidation. S'ils pensent qu'en prenant Pape Alé Niang pour une instruction de 6 mois, ils auront réussi, ils se trompent. Parce que tout ce que Pape Alé Niang fait, nous pouvons le faire aussi bien ou mieux. Mais il y a des dizaines de Sénégalais, journalistes ou pas journalistes, qui peuvent faire ce travail-là. Ce qu'ils recherchent, c'est l'intimidation par la justice et par le déploiement de forces de gendarmerie et de police. De sorte qu'aucun Sénégalais n'osera plus parler. Et je dis à la jeunesse sénégalaise, si vous succombez à cela, comprenez que votre avenir est compromis définitivement. Dans la foulée, Ousmane Sonko attaque la justice, les magistrats, la police, accusés de faire le sale boulot. Je dirais aux magistrats de manière générale, et particulièrement à ceux, parce que vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'une persécution est orchestrée contre un leader d'opinion, ça passe par le deuxième cabinet ou le premier cabinet. L'ex-8e cabinet devenu deuxième cabinet. Il faut que les magistrats sachent que ceux à qui ils ont affaire, c'est des êtres humains. Macky Sall sait très bien que le peuple sénégalais lui a tourné le dos. Il ne compte que sur quelques éléments de la justice, quelques éléments de la police et la gendarmerie pour continuer à faire la sale besogne, c'est-à-dire persécuter et emprisonner. Ce n'est pas trop de dire que nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans une dictature du moins. Ce n'est pas trop de le dire. Parce que les gens pensent que la dictature, c'est le régime de Staline ou certains régimes qu'on connaissait, Corée du Nord, etc. Non. Mais ce que Macky est en train de faire, c'est de la dictature. Libre, Pape Alé Niang revient à la charge et attaque le patron de la gendarmerie nationale de l'époque, le général Moussa Fall. Il accuse d'avoir construit un immeuble de 6 milliards à Dakar-Mermoz. Investigation faite, l'activiste avait confondu le général Fall avec un autre architecte sur l'année en 1931. Décembre 2022, le même Pape Alé Niang soutient que l'ex-directeur de la police Seydou Bokariag est en train de mettre à l'abri sa famille en l'exfiltrant aux États-Unis. À chaque fois, Pape Alé avait obtenu le soutien
de PASTEF et de son chef Ousmane Sonko. Midi 15, c'est tout ce qu'on pouvait dire donc sur la convocation de nos deux confrères ce matin par la section de recherche de la gendarmerie. C'est dans le cadre de cette polémique liée à l'affectation du général Kandé comme attaché militaire à New Delhi, c'est en Inde. La suite du journal. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Séminaire de stabilisation du calendrier académique dans les universités. Le ministre de l'Enseignement supérieur estime qu'il faut travailler à orienter tous les étudiants en même temps, et cela 1 mois après l'obtention du baccalauréat. Abdourahmane Diouf s'engage par ailleurs à terminer tous les chantiers en cours en plus de recruter d'autres professeurs. Le voici avec Ndeye Matidien. Une fois que le diagnostic est fait, on se pose des questions sur la faisabilité de la stabilisation du calendrier académique. Nous allons rapidement nous attaquer au délai d'orientation des étudiants. C'est le premier problème. Quand les étudiants ont le bac au mois de juillet, pour l'année dernière, ils ont été orientés au mois de janvier, 6 mois après. 6 mois après, dans les autres universités, dans d'autres pays qui fonctionnent normalement, on est presque à la fin. Au moins, on a terminé le premier semestre. Nous nous sommes dit sur quel levier il faut appuyer pour arriver à orienter les étudiants 1 mois et demi au plus après l'obtention de leur bac. On a un atelier sur cela. Nous espérons que nous pourrons arriver à orienter les étudiants 1 mois et demi après l'obtention de leur bac. En tout cas, nous avons espoir. Nous avons considéré que tous les étudiants sont d'égale dignité et qu'il faut les orienter tous en même temps, dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Mais une fois qu'on a réussi à faire ça, et qu'on s'est dit on va ouvrir l'année au mois d'octobre, il faut aussi régler le problème des chevauchements des différentes années. Il nous faut recruter des enseignants. On a un atelier pour en parler. Il faut que les chantiers que le ministère a commencés se terminent, parce que les étudiants doivent avoir des salles de classe décentes, doivent avoir des restaurants décents. Nous y travaillons et nous pensons pouvoir livrer une grande partie de ces chantiers d'ici la rentrée pour que les étudiants soient dans des conditions de travail décentes. C'était donc Dr Abdourahmane Diouf, le ministre de l'Enseignement supérieur. Ce conclave du monde universitaire à Saly n'est pas pertinent. C'est l'avis de Yankoba Seydi, enseignant-chercheur à l'UCAD. Selon l'ancien coordinateur du SAES section UCAD, la stabilité du calendrier académique est une conséquence des vrais problèmes des universités, à savoir le ratio entre étudiants et entre enseignants plutôt et enseignés, les perturbations liées aux bourses par exemple. Voici Yankob Seydi au téléphone avec Anna Rocha. Le problème, ce n'est pas le calendrier. Ce qui se passe, c'est que nous avons du mal à respecter ce calendrier, à le tenir. Et c'est là qu'il faut réfléchir. Et on connaît les causes. Je pense que le ministre a été très mal conseillé sur cette question-là, parce qu'il en a fait la question centrale. Pour vous, quels sont les vrais problèmes auxquels il faudrait s'attaquer? Les vrais problèmes et qui amènent cette déstabilisation du calendrier, c'est par exemple la question du décalage entre les enseignants et les enseignés. C'est-à-dire le ratio, il est mauvais. Vous avez plus de 91 000 étudiants pour 1457 enseignants titulaires. Et on a plus de 1500 vacataires qui dépassent même les enseignants titulaires. Et ça impacte le calendrier. On sait également que les perturbations qu'elles viennent des étudiants qui sont souvent victimes de retard dans les paiements des bourses, ou les enseignants eux-mêmes qui peuvent être en grève, ou les travailleurs de l'université qui, pour une raison ou une autre, peuvent être en grève. Mais tout ça, ce sont les principales causes de l'instabilité. Si on veut régler le problème du calendrier, on s'attaque à ces causes-là. Et d'ailleurs, l'UCAD a déjà pris les devants. J'ai été le rédacteur principal du rapport sur la stabilisation du calendrier universitaire à l'UCAD. Quand il a fait son tour à l'UCAD, c'est ce rapport-là d'ailleurs que le recteur lui a remis. Le conclave, à mon avis, c'est du bruit pour pas grand-chose. Le calendrier, quand il se déstabilise, c'est parce qu'il y a des causes qui sont presque devenues structurelles. Yankoba Seydi, ancien secrétaire général du CSS section Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les syndicats d'enseignants membres du G7 qui se réjouissent de la signature de plus de 5000 arrêtés concernant des actes administratifs, des décisions de nomination ainsi que des actes de régularisation. Toutefois, ces syndicalistes appellent l'État à maintenir cette dynamique mais aussi à aller vers la digitalisation intégrale. Le secrétaire général du SAEMS, Eladji Malik Youm, que je vous propose d'écouter.
Nous saluons donc cette initiative et nous disons que également il faudrait aussi qu'on comprenne que cet acte va en droite ligne avec ce qui devrait être, parce que dès l'instant qu'on parle d'instance, ça montre que déjà il y a un problème, parce que c'est l'accumulation de ces instances-là qui nous amène souvent dans des situations de lenteur administrative et c'est ce qui ne devrait pas être. C'est pourquoi c'est un acte normal de gestion qui a été posé et qui devrait être consolidé pour qu'on évite de se retrouver dans ces genres de situations. Et je rappelle également qu'il ne s'agira pas aussi de s'en limiter au ministère de l'Éducation nationale, parce que quand on parle de lenteur administrative, ça concerne toute la chaîne des actes, le circuit, et ça va au-delà de ces ministères. Il y a également le ministère des Finances, il y a le ministère également de la fonction publique. Et nous rappelons que si jamais on s'en tient uniquement à cet acte et que cela n'est pas implémenté également à d'autres niveaux, mais on va juste déplacer le goulot d'étranglement. Donc le ministère de la fonction publique surtout devrait en faire autant, avec des guichets uniques qui devraient être organisés pour apurer et brûler tous les stocks qui sont en instance et éviter que cela se reproduise. Au-delà maintenant, il faut dire que la perspective, et qui est l'attente forte des syndicats, c'est d'aller définitivement vers la digitalisation du circuit, la digitalisation donc des procédures et des actes. Et c'est ça qui permettra d'éviter ces situations de lenteur et de résoudre définitivement ces questions de lenteur administrative. Et c'est ça réellement nos attentes, mais pas des opérations ponctuelles, mais des solutions structurelles et définitives. Et là, Malik Youm, donc le secrétaire général du syndicat autonome des enseignements du moyen secondaire du Sénégal. Et puis une rencontre s'est tenue hier entre le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, et le G7. Kermadjebel, les infirmiers chefs de poste qui alertent sur la consommation des friandises par les enfants à l'école, jus, chips, bonbons, entre autres, des produits qui, aux yeux de ces agents de santé, sont nuisibles à la santé et source de certaines maladies chroniques. Et c'est pourquoi ces ICP interpellent les autorités, les chefs d'établissement scolaires et les parents d'élèves sur l'alimentation des enfants, surtout à l'école. Cheikh Baïcham, ICP du poste de santé numéro 2 de Kermadjebel, par ailleurs porte-parole avec Fatumbo. C'est une situation qui commence à être délicate dans la mesure où nous, Africains, particulièrement Sénégalais, on a tendance à imiter l'Occident parce que ces aliments-là se retrouvaient le plus souvent au niveau de l'Occident, à savoir les États-Unis ou les pays européens. Ce qui fait que ça nécessite vraiment une grande sensibilisation à l'égard des parents, mais aussi à l'égard des populations afin de leur faire comprendre que ces aliments ne sont pas bons du tout. Ça peut entraîner des maladies telles que les maladies bucco-dentaire. Ce qui fait que les enfants vont attraper ce qu'on appelle le diabète juvénile, diabète du sujet jeune, à très bas âge. Et ça, vraiment, ne serait-ce qu'une prévention, l'obésité ou bien ce qu'on appelle le surpoids. Mais, quoi que l'on puisse dire, il y a ce qu'on appelle une prévention par palier, en commençant par l'État lui-même, qui doit, au moins, par ses services commerciaux, se renseigner effectivement de ce qui entre et de ce qui sort de son pays, mais aussi de voir les usines fabricants qui sont dans le pays et tout ça pour vraiment voir est-ce que effectivement ce qu'on consomme dans le pays est quelque chose qui est bon pour les enfants ou pas. Et aussi au niveau de l'école, les enseignants aussi doivent faire des sensibilisations, mais aussi doivent éduquer les enfants par rapport à ça. Et puis la journée mondiale sans tabac, avec cette interrogation, est-il possible de réussir le sevrage tabagique pour les consommateurs habitués? Oui, mais ça demande une motivation d'abord, ou alors aller au niveau des structures spécialisées dans la prise en charge des addictions, selon la spécialiste au service de pneumologie, le professeur Fatou Bintou Rassoul Mbaye, pneumologue à l'hôpital de Fann, s'est confié à Awambaye. Donc c'est bien possible, avec la motivation, un accompagnement, les patients quand même arrivent à arrêter de fumer. Professeur, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers vos services pour manifester ce besoin d'arrêter le tabac? Ah oui, énormément. Nous sommes un service de pneumologie. Nous recevons des patients qui souffrent de pathologies respiratoires. Et parmi ces pathologies respiratoires, il y a le tabagisme qui est un facteur de risque, de beaucoup de maladies respiratoires. Et donc, chez nos patients qui fument, nous leur proposons le sevrage en hospitalisation à titre externe tous les vendredis matin à l'hôpital Fann. Il y a aussi à l'hôpital Fann, je l'ai dit, le centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar qui prend en plus du sevrage tabagisme
Donc nous recevons, nous, en ce qui nous concerne dans notre service, les vendredis matins. Ce que nous remarquons, c'est que les patients ont du mal à arrêter parce que les médicaments qu'on propose en général pour pouvoir arrêter de fumer, notamment les substituts nicotiniques qui sont les traitements de première intention par rapport à nos patients tabagiques et dépendants au tabagisme, sont un peu chers. Professeur Fatou Bintou Rassoul Mbaye, pneumologue à l'hôpital Fann. Plus de 250 camions chargés de conteneurs d'anacarde actuellement bloqués à Ziguinchor depuis plus de 10 jours maintenant. Situation qui a provoqué la colère des transporteurs routiers qui accusent les autorités d'imposer le transport exclusif de l'anacarde par bateau au détriment de leurs activités. Ils menacent d'ailleurs de paralyser le transport de marchandises vers Ziguinchor si les autorités persistent à imposer le transport d'anacarde par le bateau. Pape Wali Faye, membre du syndicat avec Lamine Ba. Nous sommes venus à Ziguinchor parce que depuis plus d'une semaine, il y a plus de 250 camions qui ont été bloqués. Cela va sans dire parce que nous avons commencé l'exportation depuis la fin depuis mi-mai. Nous avons fait beaucoup de rotations. Du jour au lendemain, alors qu'il y avait déjà les camions qui sont arrivés avec les conteneurs, l'État a décidé de bloquer tous ces camions-là, sans discussion préalable avec les vrais acteurs. Cette situation de blocus a conduit pratiquement au blocus de la campagne d'exportation de l'anacarde. Parce que depuis 2 ans, 2022-2023, l'exportation se fait via la route avec les camions. Nous ne sommes pas contre que le bateau soit là, mais nous prenons un transport multimodal. Ceux qui veulent prendre le bateau pour charger leur conteneur sur Dakar le fassent, mais que ceux qui veulent le faire aussi à travers les camions le fassent. Mais qu'on nous impose de charger uniquement l'anacarde sur le bateau, qui a une capacité très réduite, qui vient avec 320 pieds, uniquement des 20 pieds, alors qu'avec les camions, depuis 2 ans, on charge des 40 et des 20 pieds. Et que les chargements sur les conteneurs 40 pieds sont beaucoup plus élevés que les chargements sur les 20 pieds. Donc, on a un problème de choix. Raison pour laquelle le syndicat nous a dépêchés. Nous sommes venus ici avec tous les transporteurs. Et il y a une condition, il y a une situation inhumaine qui se pose. Vous voyez, rassembler plus de 250 chauffeurs pendant plus de 10 jours qui dorment à travers les rues, etc., avec leurs apprentis. Donc il y a presque 600 personnes qui sont bloquées à Ziguinchor avec plus de 250 camions. Mais vous imaginez la manne financière qui est en train d'être détruite. Vous imaginez la tension sociale qui est en train de se créer au niveau de Ziguinchor. Aujourd'hui, tous les exportateurs ont patiné. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Déthiédio. Bonjour Georges. Bonjour Barthélémy Ngom. Au Mali, des dizaines de terroristes neutralisés par les forces armées. Plus d'une cinquantaine selon l'état-major général des armées. Ils ont été localisés dans le delta de l'intérieur du fleuve Niger lors de patrouilles aéroterrestres. Mercredi, des matériels ont été détruits et d'autres récupérés, ajoute l'état-major qui demande à la population de collaborer avec l'armée pour faciliter sa mission. Soudan du Sud, l'ONU prolonge d'1 an l'embargo sur les armes. C'est hier que le Conseil de sécurité a voté la prolongation, cela malgré les appels de l'Union africaine et de 6 pays en faveur de la levée ou du moins de l'assouplissement de cette mesure restrictive. La résolution parrainée par les États-Unis a recueilli le minimum de 9 voix pour. Au sein du Conseil de 15 membres, 6 pays s'étant abstenus. La Russie, la Chine, le Mozambique, l'Algérie, la Sierra Leone et la Guyane. La résolution est prolongée jusqu'au 31 mai 2025. L'interdiction de voyager et le gel des avoirs des Sud-Soudanais figurent sur la liste noire des sanctions de l'ONU. L'ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a salué l'adoption de la résolution en déclarant que la prolongation de l'embargo sur les armes de l'ONU reste nécessaire pour endiguer le flux d'armes sans entrave dans une région inondée d'armes à feu. L'ambassadrice adjointe de la Russie à l'ONU a accusé les États-Unis d'ignorer toutes les réalisations positives au Soudan du Sud et de se concentrer sur les sanctions qu'il présente comme une sorte de panacée pour tous les problèmes du pays. Elle a qualifié les sanctions de pesantes, a pris note des appels à leur levée lancés par le Soudan du Sud et l'Union africaine et a déclaré qu'il est clair qu'à ce stade, de nombreux régimes de sanctions du Conseil, y compris celui du Soudan du Sud, sont dépassés et doivent être revus. L'ambassadrice du Soudan du Sud auprès des Nations Unies, Cecilia Adeng, a soutenu au Conseil que les sanctions entravaient nos progrès et a réitéré l'appel du pays en faveur de la levée de ces mesures. Selon elle, l'élimination de l'embargo sur les armes permettra de mettre en place des institutions de sécurité solides nécessaires au maintien de la paix et de la protection de ses citoyens.
citoyens. La guerre au Proche-Orient, les frappes israéliennes continuent à Nusayrat dans le centre de la bande de Gaza et à Rafah. L'armée israélienne a déclaré que les troupes avaient mis fin aux opérations militaires dans l'est de Jabalia, le plus grand camp de réfugiés situé dans le nord de la bande de Gaza. Au cours de l'opération dans cette zone, les troupes ont également récupéré les corps de 7 otages. Échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le ministre russe de la Défense a indiqué dans un communiqué qu'à l'issue d'un processus de négociation, 75 militaires russes qui se trouvaient en danger de mort en captivité ont été rapatriés du territoire contrôlé par le régime de Kiev. En échange, 75 prisonniers de guerre de l'armée ukrainienne ont été remis. Cette rencontre entre les ministres de la Défense américains et chinois, une première depuis 2022. L'entrevue a eu lieu en marge du dialogue Shangri-La, un forum annuel sur la défense qui se tient jusqu'à dimanche à Singapour. Merci beaucoup Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Tabagisme au Sénégal, comment accentuer la lutte? Rendez-vous tout à l'heure en fin de journal dans la rubrique Point de vue avec nos deux intervenants. Le prétexte, la journée mondiale sans tabac, célébrée ce 31 mai. Nous serons avec le professeur Abdul Aziz Kassé, administrateur du Centre international de cancérologie, par ailleurs membre fondateur de la LISTAB et de la LISCA. Notre deuxième intervenant, Djibril Ouélé, secrétaire exécutif de la LISTAB, la Ligue sénégalaise contre le tabac. RFM Sport. Avec Malal Diagne Junior. Bonjour Malal. Bonjour Barthélémy. D'abord la Coupe du Sénégal pour commencer. Avec le tirage au sort ce matin des quarts de finale de cette compétition nationale avec des affiches alléchantes. L'équipe de Mbour, Petite Côte contre le champion du Sénégal en titre Teungueth FC. Jaraaf de Dakar, deuxième au classement, joue contre l'équipe de Casa Sport. C'est un choc entre l'équipe de Ligue 1. Diamono Fatick joue contre la Jeanne d'Arc de Dakar. Les Férus de foot, donc le Petit Poussé joue contre l'équipe de Dial Diop. Équipe nationale, les joueurs d'Aliou Cissé qui s'entraînent dans l'après-midi. Ce sera une séance ouverte dès les 15 premières minutes pour les journalistes et autres supporters à l'annexe de Diamniadio. Sur les joueurs convoqués, seuls 20 sont actuellement à Dakar, 4 manquent encore à l'appel. La séance est prévue à partir de 17h au stade annexe de Diamniadio. Walidane qui va évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Walidane qui va donc évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. L'équipe qui évolue en Ligue 2 a réussi le pari de finir à la première place et de valider donc son accession dans l'élite. Solethiam retrace le parcours de Walidane avec son entraîneur. Leader de la Ligue 2 avec 43 points, Walidane de Thiès a réalisé une montée historique. L'entraîneur Botouré s'en félicite. Vous savez, c'est pas du tout évident pour la première saison avoir cette chance de faire monter une équipe qui est en Ligue 2 pour la première fois depuis sa création. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc je pense que j'étais très content. Remercier d'abord les dirigeants, le président Algaf Diagne. C'est une montée vraiment collégiale. On a travaillé main dans la main. La constance et les bonnes conditions de travail sont le fruit de ce résultat positif, souligne le technicien. Si vous regardez notre parcours, c'est parce que, comme je le disais, c'est le travail. Vous savez, il n'y a pas de secret dans la vie. Comme on a l'habitude de dire, c'est le travail paye. Je pense qu'on a beaucoup travaillé. On a été constant tout au long du championnat. Vous savez, on a pris la première place à la 13e journée jusqu'à la 20e journée. On l'a perdu. Après 2 journées après, on a repris la première place. Et je pense qu'on souhaite terminer en tête de ce championnat et c'est très possible. À 3 points de son poursuivant direct, à savoir Oslo, Walidane ne compte pas lâcher prise pour le reste du championnat. Donc je pense qu'on va préparer le match sereinement avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur. Donc on aura un match très disputé parce qu'on aura devant nous une équipe très joueuse, une grande équipe de l'Ajax Ndiambo. Voilà, je pense que c'est un match qu'on veut vraiment aborder avec beaucoup de sérénité. Même avec un premier objectif déjà atteint, le club de Thiès veut terminer en beauté. Autrement dit, être champion. Donc, face à la Ndiambour pour la dernière journée, un point du nul s'impose à défaut d'une victoire. Nous parlons du championnat en Arabie Saoudite avec la finale de la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite. Ce soir, 2 Sénégalais sont engagés dans cette compétition. Al Hilal croise Al Nasr Koulibaly contre Sadio Mané à 18h. À noter également la finale de la Champions League européenne. Demain, le Real joue contre l'équipe de Dortmund à Wembley en Angleterre. Objectif pour les Merengues, un 15e titre dans cette Champions League.
Basketball et lutte pour finir, Malal. Basketball et lutte pour finir avec les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal chez les dames. Demain, Isaac contre Ville de Dakar, Djamagun contre Asfo, GBA contre Djaraf chez les hommes, Port contre Bop, Sobac joue contre USRA, GBA contre CFAMD. La lutte avec un week-end explosif à l'arène nationale avec des lutteurs de Fass Ndakaru contre des lutteurs de Guédiawaye. À noter également, Pape Ndoye de Fass va jouer contre Tchatou Daoudafal, il est un lutteur de Guédiawaye. Jackson va défier la grosse, ce sera donc ce samedi et ce dimanche, des combats qui promettent un beau spectacle à l'arène nationale. Merci beaucoup Malal, 12h35. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, le nouveau régime et le début de pression contre la presse sénégalaise. Deux journalistes dans l'œil du cyclone, à quoi jouent les nouvelles autorités du pays? C'est pour Monlas, ce n'est pas une maraude de journalistes, mais une inquiétude qui recommence à grandir depuis l'arrivée d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal. Les pressions politiques, le défilé des hommes de médias qui répondent de plus belle, tel une hydre à deux têtes, le monstre se réincarne dans le nouveau régime. Les convocations des activistes, les convocations des journalistes, les quotidiens parlent carrément de dictature rampante au Sénégal. Les nouvelles autorités seraient-elles allergiques à la critique au point de faire payer tout ce qu'ils ne pensent pas comme eux? Source relève en tout cas que la presse sénégalaise est dans le dur. Bess bi le jour remarque que ces convocations tous azimuts de journalistes ont un nom, un qualificatif simplement monstrueux. Pape Moussa Traoré, le directeur de publication de Tribune, a passé hier toute la journée dans les locaux de la DIC pour avoir repris un article sur l'armée sénégalaise dans l'affaire de l'affectation du général Kandé. Il est libéré, vous le savez, mais reconvoqué aujourd'hui même. Mohamed Gueye, le directeur de publication du quotidien, lui est attendu aujourd'hui à la gendarmerie nationale. Le patron d'Avenir Communication, Madiambal Diagne, écoute son séjour à l'étranger pour revenir au pays. De là-bas, il confie ce que si on n'aurait pas besoin de choper mon directeur de publication seul. La coalition des associations de presse qui dénonce les arrestations et appelle le régime à une rupture. Le journal rappelle ce qu'Ousmane Sonko disait de l'arrestation de Papa Alé-Niang. Quand ce dernier a divulgué des informations jugées sensibles, Ousmane avait soutenu que ce dernier n'avait fait qu'exercer une liberté. Par conséquent, Papa Alé-Niang était donc dans son droit. Il était un otage politique de Macky Sall. Dans un éditorial signé la rédaction de des médias qui édite la Tribune, l'on peut lire ce qui suit. Pape Moussa, l'actuel directeur de pub de Tribune, n'a fait que ce que Papa Alé a toujours fait. La différence entre les deux, c'est que Papa Alé supporte le projet et il est devenu un des visages du régime en place, DG de la RTS. Et de se demander, est-ce un crime d'avoir le journalisme en bandoulière en informant vrai et pour aider les Sénégalais à s'orienter? Le directeur de publication de Tribune n'a pas besoin d'évoquer le principe qui veut que le journaliste ne divulgue pas ses sources. Non, il a exploité un document de Afrique confidentielle accessible sur la toile, tout comme Papa Alé-Niang, votre investigateur préféré qui avait déniché sur la même toile un document confidentiel de la police. Rien de nouveau donc sous le soleil. La rupture est que vous lancez à tout va. Elle récuse toute oppression de la presse, toute asphyxie fiscale des médias et de finir par dire, je cite, les menteurs ne sont jamais plus fanfarons qu'en l'absence de contradicteurs et Tribune promettent de rester debout, d'opposer ce rôle de contradicteur au service des populations afin que le mensonge ne prospère guère au Sénégal. Selon enquête, depuis l'arrivée du nouveau régime, les arrestations, les pressions fiscales et la bipolarisation font rage dans le secteur des médias. Le journal parle de sale temps pour la presse sénégalaise. Pour l'observateur, il n'y a rien de nouveau. Le monstre s'est simplement réincarné dans le nouveau régime, celui de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, allergique à la critique. Ce discours intransigeant du Premier ministre avec, je cite, les voleurs de deniers publics, Ousmane Sonko qui menace, selon le Premier ministre, repris par le journal Les Échos, toute personne qui a pris de l'argent du contribuable va rembourser ou en subir les conséquences. Personne ne peut déstabiliser le Sénégal. Fin de citation. Selon Vox Populi, Ousmane Sonko évoque des tentatives de déstabilisation et accuse la nouvelle opposition. Son avocat, Juan Branco, enfonce le clou dans le même journal. Thierno Alassane
Sall tire la sonnette d'alarme et interpelle le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. À la une du journal L'Observateur, l'exécution budgétaire du premier trimestre 2024, l'état réel des finances publiques. Le confrère pointe la baisse des charges de la dette extérieure de moins 167 milliards 46, une dette intérieure de 371 milliards 29, une augmentation aussi de la masse salariale de plus de 29 milliards. Nous restons avec le journal L'Observateur avec cette enquête sur la destination des restes de nourriture des hôtels. Le journal pointe les méthodes ingénieuses des chefs cuisiniers. À lire dans le journal L'Observateur, à lire dans le journal Le Soleil, ce dossier sur le réseau de transport en commun de Dakar, 267 milliards de francs CFA dégagés pour tout restructurer. Le confrère écrit que lancé hier par le CETUD, la première phase du projet comprend la réhabilitation de l'échangeur de Anne et d'autres sites, la construction d'un centre de la mobilité à Grand Médine, l'installation d'ateliers de transformation de gaz naturel liquéfié en gaz naturel comprimé pour l'alimentation des bus qui arrivent, l'aménagement d'un système de rabattement efficace. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Tabagisme au Sénégal, comment accentuer la lutte? Débat donc à l'instant dans la rubrique Point de vue, le prétexte de la journée mondiale sans tabac célébrée ce 31 mai. Nous sommes avec le professeur Abdul Aziz Kassé. Professeur, bonjour. Allô, professeur? Je vous entends et je vous réponds. Oui, professeur Abdul Aziz Kassé, administrateur du Centre international de cancérologie, par ailleurs membre fondateur de la LISTAB et de la LISCA. Notre deuxième intervenant, Djibril Wele. Monsieur Wele, bonjour. Bonjour. Secrétaire exécutif de la LISTAB, la Ligue sénégalaise contre le tabac. Alors, je donne la parole en premier au professeur Abdul Aziz Kassé. Professeur, depuis l'application de la loi anti-tabac, c'était en 2016, qu'est-ce qui a changé dans la lutte? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Nous avions en 2014 ciblé la loi et dans laquelle nous avions décidé de mettre 5 dispositions. Il n'y a qu'une seule disposition qui, à l'époque, n'avait pas été appliquée dans l'esprit et dans la lettre de notre engagement. C'est quelle disposition? Interdiction totale de fumer dans tous les lieux publics et dans tous les lieux ouverts au public. Malheureusement, le ministre de la Santé de l'époque s'était accroché à cette disposition pour y mettre des fumoirs dans certains espaces récréatifs, des bars et des restaurants. Sinon, toutes les 4 autres dispositions avaient été votées et appliquées. Malheureusement, il s'avère que de nouvelles formes de délivrance des produits du tabac est intervenue. C'est en quelque sorte l'explosion de la vente de tabac chauffé comme le chicha, entre autres. Le premier de ces activités, la première, c'est la chicha. Des sociétés libano-syriennes, des sociétés turques, des sociétés venant de personnes impliquées dans la bande soudano-sahélienne, dans l'importation et la distribution de la chicha, ont, avec des complicités misérablement achetées et introduit dans les environnements des écoles, dans les familles, de fumer de la chicha. Et on sait que la chicha, une séance de 1 heure de chicha, c'est entre 20 et 100 cigarettes. D'accord. Ceci est devenu inacceptable. D'accord, je reviens à... ajoute, oui. De la cigarette électronique.
qui, sous différentes formes, diffusent chez des enfants de moins de 15 ans, dans des écoles, ce qu'on appelle les poufs. Oui. Et ces poufs-là, c'est un nouveau phénomène. Qui est en train de gangréner toute l'école sénégalaise. Il s'y rajoute un dernier point. Ce sont les détournements d'utilisation de ces méthodes alternatives. Ce sont des gens qui introduisent à la place de la cigarette électronique des chargeurs qui contiennent du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, qui contiennent de la livrixine, et le ministère du Commerce avait arrêté l'année dernière 4 trafiquants. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, professeur. Le temps de donner la parole à M. Wele, secrétaire exécutif de la liste TAB. Monsieur Wele, on parle beaucoup de taxes sur le tabac. Il y a le Forum civil et d'autres organisations qui souhaitent que le tabac soit davantage taxé. Est-ce possible? Oui, merci. Je pense que c'est très possible parce que nous y avons travaillé déjà et un projet même est dans le circuit, donc un projet de décret donc visant vraiment à aller vers l'instauration d'une taxe parafiscale. En fait, pourquoi cette taxe est importante? Je pense que le professeur Tassé vient de le préciser tout à l'heure. Nous nous sommes battus dans le passé pour avoir une loi forte. C'est vrai qu'il y a un nouveau phénomène donc des produits tabac qui sont arrivés sur le marché, mais comme l'a recommandé toujours l'Organisation mondiale de la santé, il faut augmenter la taxation sur le tabac afin que ça puisse se répercuter donc sur les produits, parce qu'il faut davantage que le prix soit élevé, que nos enfants ne puissent plus vraiment s'en procurer. Donc un projet est déjà sur la table donc du gouvernement pour aller vers une taxe parafiscale. La taxe parafiscale, c'est un prélèvement donc spécifique donc sur les produits du tabac, donc destiné vraiment à financer des activités sur les maladies non transmissibles parce que le tabac est un facteur aggravant. Mais également le budget du programme national de lutte contre le tabac. Parce que comme vous savez, le Sénégal perd 122 milliards donc de francs par an, alors que l'industrie du tabac ne paye que environ 30 milliards de taxes. Donc quand vous regardez un peu, quand vous faites la comparaison, vous voyez que vraiment les pertes sont très élevées. Donc il est important pour nous de taxer davantage le tabac, de créer un fonds, et ce fonds nous permettra de pouvoir vraiment faire face à ces maladies liées au tabac, telles que également les maladies non transmissibles. D'accord. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a fixé le seuil de taxation à 70%. Le tabac qui tue environ 8 millions de personnes à travers le monde chaque année. Mais à la lumière de ce que vous nous dites là, ça veut dire que le phénomène s'aggrave. Oui, en fait, au-delà même de l'Organisation mondiale de la santé, il y a même des directives. Donc, en 2017, les directives de l'UEMOA et de la CEDEAO, donc, qui nous permettent même d'aller au-delà. Quand je prends la directive de l'UEMOA, mais ça nous permet d'aller jusqu'à 150%, alors qu'au Sénégal, nous sommes encore à 65%. Vous voyez qu'il y a une marge. Donc, je pense que c'est quand même un objectif que nous nous sommes fixés pour vraiment davantage taxer donc le tabac, afin que donc ça puisse vraiment se répercuter sur le prix, pour que vraiment les enfants ne puissent plus vraiment s'en procurer, mais également ça permet de générer donc des recettes fiscales. Comment dirais-je, au niveau de l'État, et une partie soit reversée donc à la lutte contre le tabac, aux maladies non transmissibles ou à la protection donc sociale. Voilà, donc je pense que c'est un combat sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement et qui est quand même l'un des objectifs que nous nous sommes fixés, qui permettra de réduire de façon drastique la prévalence donc du tabac au Sénégal. Mais également de sauver et de protéger surtout nos enfants. Parce que le thème de cette année de l'Organisation mondiale de la santé concernant cette journée, c'est la protection des enfants contre les tactiques de l'industrie du tabac, ça veut dire les ingérences de l'industrie du tabac. Donc il nous faut en tout cas être fort en termes de loi et règlements
afin donc de faire face à l'industrie tabac. Merci beaucoup Djibril Wele. Merci. On vous retrouve dans le journal de 13h. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Professeur Abdoul Aziz Kassé également. On vous retrouve tout à l'heure dans le 13h. Vous m'excusez. Nous sommes rattrapés par le temps. Professeur Kassé, administrateur du Centre international de cancérologie, par ailleurs membre fondateur de la LISTAB et de la LISCA. Djibril Wele, secrétaire exécutif de la LISTAB. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Gom, mise en onde Aliouba, digital Maïsambay, réalisation et la Djindio Goudien. Il sera là dans moins de 10 minutes pour le Wolof à 13h.